Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 96e review consacré à l'anime Dainu Daiboken. Cet épisode intitulé Comme un éclair a été diffusé le 24 septembre 2022 et couvre la discussion entre Vern et Velzar, ainsi que l'incroyable envolée lyrique de Pop. Il adapte du début du chapitre 332 jusqu'aux 3 premières pages du 335, continuant le superbe volume 36 du manga. Cet épisode est réalisé par Takao Kiriyama pour sa 6ème et dernière participation. Il a exprimé toute sa joie sur Twitter car le monologue de Pop est sa scène préférée du manga et il nous offre un travail à la hauteur de nos espérances. Le vétéran Satoshi Nishimura nous propose un storyboard très efficace et a réussi à donner beaucoup de tension à cet épisode narratif. La direction de l'animation est assurée par les habitués Akira Kano et Midori Ochiyama pour un résultat impeccable et homogène. Le tout est supervisé par Naoko Yamaoka. Notre cher Sanda anime ses dernières scènes de la série avec le dialogue de Merle et Pop. Allez, il est temps d'analyser cet épisode et nous verrons ensemble le meilleur personnage de cette œuvre. L'épisode débute tandis que Vern confie à Pop qu'il est au comble du bonheur. Le plan présente bien l'échec complet du magicien qui est à terre. Une voix au loin sortant d'un portail dimensionnel surprend l'empereur. Dans le manga, cette interruption était symbolisée par une bulle sans fond, comme pour illustrer la nature singulière de cette voix. L'adaptation, quant à elle, invente un peu en présentant la réaction des membres de la coterie enfermés dans les sphères. Lors de l'entrée de ce nouvel antagoniste, le manga nous présentait un regard malfaisant entouré d'une aura, ce qui n'a pas été repris dans cet épisode. Cependant, nous sommes gratifiés d'un magnifique plan nous révélant son identité. Il s'agit de Velzar, le roi dragon des ténèbres. La planche de base nous présente son aspect actuel sous forme de statue de pierre, ainsi que son apparence à son apogée. Le dieu du mal l'a reconnu grâce à sa voix si particulière. Ah oui, je te reconnais, c'est toi qui as tué le petit chauve. Eh oui, nous aussi nous l'avons reconnu. Il s'agit bien de Ryo Senakao, seiyuu vétéran qui a notamment interprété le terrible Freezer dans Dragon Ball. Une voix 5 étoiles digne de Velzar. Une musique majestueuse nous accompagne aux confins du monde des ténèbres, dans lequel son corps est scellé dans un bloc de pierre. Le dragon nous est présenté de face, ce qui permet de contempler son superbe design. Le manga disposait à ce moment d'une ambiance toute particulière pour présenter sa grotte, comme si sa grandeur était déjà dans un passé lointain. À l'évocation du nom de Velzar, Pop semble bien plus surpris que dans le manga. Le dragon finit par se révéler au sein du portail dimensionnel. Vern lui rappelle qu'il n'a plus la possibilité de sortir du monde des ténèbres. Dans le manga, cette provocation était d'ailleurs appuyée par un petit clin d'œil, ce qui n'a pas été repris dans cette adaptation. Velzar grogne de rage et il en fait trembler l'écran. Les pages d'origine nous présentaient un regard plein de rancœur durant ce passage et le faciès de Pop était encore plus marqué dans ses réactions. Le roi dragon explique alors qu'il a été scellé par les Célestes à la suite de son combat contre Baran. L'adaptation nous présente plusieurs plans inédits de son corps à terre ainsi que les Célestes exécutant leur rituel. Le manga était assez rudimentaire à ce niveau. Nous pouvions voir seulement leurs mains ainsi qu'une partie de leur apparence en fond devant le jeune Baran. L'épisode reprend également ce passage, mais malheureusement il reste tout aussi avare en informations. Nous n'en saurons jamais davantage sur la nature profonde des Célestes. Peut-être qu'à l'époque Rikusanjo réservait tout cela pour une suite. Nous pouvons toutefois constater grâce à l'adaptation que Velzar a été instantanément transformé en bloc de pierre par leur magie. Eh bien, ça n'a pas dû être facile de le transporter dans sa grotte. Si le roi dragon était aussi pressé de conquérir la Terre, c'est parce que Vern avait la même ambition. Et oui, il faisait la course pour savoir qui allait conquérir la Terre le premier. C'est pour cela que Velzar avait demandé à Killvern de superviser les plans de l'empereur et de l'assassiner au cas où les choses tournaient trop en sa faveur. Et ça rime. Mais comme la faucheuse a été tuée par Avan, le plan de Velzar a échoué et Vern a gagné sur toute la ligne. Dans la page d'origine, le dieu du mal esquissait un sourire tout en retenue et le roi dragon disposait d'une bulle vide pour illustrer son manque de répartie face à un tel triomphe. Miskin le roi dragon. Il ne reste pas fort pour sa première apparition. Alors que Pop, en tant que Vern, a gagné son pari, ses yeux s'écarquillent tant il est choqué. Le destin de l'humanité? Un pari? La réaction est encore plus soulignée que dans la planche de base. C'est un beau travail sur son regard. L'empereur explique alors que malgré leurs objectifs identiques, lui et Velzar portaient la même haine envers les dieux. Alors que les humains jouissaient d'un monde idyllique, celui des ténèbres avait été arbitrairement condamné au chaos. Dans la planche de base, le regard de Vern était caché à ce moment-là. C'est pour cette raison qu'ils ont décidé de s'élever eux-mêmes en tant que dieux. Le manga nous présentait alors un plan superposé des deux rivaux, alors qu'ici ils sont chacun de leur côté. C'est l'une des grandes qualités de l'histoire de Rikusanjo. L'antagoniste principal croit véritablement en l'injustice subie par le monde des ténèbres, et de son point de vue, son idéal est juste et complètement justifiable.
Aussi horrible soit-il, le génocide des humains n'est pour lui que les justes représailles de la morale unique des dieux. Vern confie que lui comme Velzar acceptèrent de se soumettre à l'autre en cas de victoire. Mais la présence de Kilvern prouvait que la confiance n'était pas si évidente que ça. Alors que le roi dragon accepte de reconnaître sa défaite, quelques ajustements ont été réalisés dans la direction. A la base, la planche présentait un zoom appuyé et intimiste sur son visage de pierre, là où l'épisode propose un plan plus large. La réaction du dieu du mal est quant à elle assez différente. Dans cette adaptation, il arbore un sourire arrogant et satisfait, là où dans le manga, son faciès était beaucoup plus humble. Il rappelle à Velzar qu'il pourrait aussi en profiter. Après tout, le déséquilibre entre le ciel et le monde maléfique lui donnera peut-être l'idée de s'attaquer au monde céleste et de libérer le roi dragon. Derrière cette proposition se cache évidemment une énième humiliation. Le roi dragon est vexé et il part bouder. Ici on peut le voir de dos tandis que dans le manga le plan était de face et on pouvait bien voir son bras tranché. La mise en scène de cet échange a toutefois été grandiose. La colorimétrie, la musique ainsi que l'interprétation des seiyuu nous ont donné le vertige. Pop est tout aussi impressionné, la conversation est irréelle et dépasse de loin les préoccupations humaines. Un plan audacieux le présente à genoux, le visage en larmes. Dans le manga c'était beaucoup plus classique avec une vue du dessus. Tiens Pop, avant la fin du monde, tu ne veux pas regarder la télé? Oh, cette rolling saucisse envoyée par Marc-André Houssin par-dessus la troisième corde. Je préfère Triple H. Je suis une fraude. Quelle fraude! Oh! Il a tué le chauve. Je me concentre aussi sur il sur les invente reviews des totalement, DC, mais il a une belle barbe. 7 heures me donne là. Oignon, coupe de comme ça. Assez finement. Impeccable. Super nickel. En bon mauvais perdant, Velzar disparaît en soulignant la condition pitoyable de Dai, et pense qu'il est loin d'égaler son père. Croyez-moi, ça aurait été Baran forme dragon à la place de Pop avec Dai, Vern aurait été dans le passé le prochain épisode. Dans cette adaptation, les plans se concentrent sur les jeux de lumière autour du soleil et sur la colorimétrie, là où dans le manga on était plutôt focalisé sur Velzar et le portail. Bien que cela s'éloigne un peu du découpage des plans initiaux, c'est une excellente direction qui donne un côté très esthétique à l'épisode. Alors que Dai entend le nom de son père, ses larmes continuent de couler davantage. Cette introspection était symbolisée par un fond noir dans la planche d'origine, mais cela n'a pas été repris, probablement pour éviter une cassure graphique. D'après Vern, Dai est supérieur à Baran sur tous les points, sauf peut-être pour son sens du combat et son animosité. De ce côté-là, le moustachu était imbattable. Ainsi, l'épisode nous régale d'un magnifique plan sur le regard impassible du chevalier dragon. Il reprend avec perfection l'arrière-plan qui nous présentait le père de Dai dans toute sa splendeur. Le thème de Vern et la voix du ténor Paolo Andrea Di Pietro accompagnent le triomphe du dieu du mal. De superbes mouvements de caméra complètent sa gloire. Sa victoire est totale. Comme d'habitude, son seiyuu Takehito Koyasu réalise un travail incroyable où l'on sent la jubilation extrême de l'empereur. Tous ont été vaincus, son rival comme le chevalier dragon. Un plan magnifique conclut sa consécration avec un zoom sur la moitié de son visage. La planche du manga disposait également d'une mise en scène intéressante, avec son regard caché pour commencer, pour ensuite nous présenter ses adversaires défaits, et pour finir sur son exultation. Une page entière était dédiée à sa victoire parfaite, dont le plan a été repris pour cet épisode. Une case a toutefois été supprimée, dans laquelle on pouvait voir le pilier de Vern sur la terre ferme qui semblait vibrer et activer son fonctionnement. Mais bon, comme ici on a un rap de 5 minutes sur le chrono, ce n'est pas bien grave. Le dieu du mal savoure sa suprématie, tandis que Pop reste à genoux devant lui. Face à ce désespoir total, la mise en scène nous propose une fondue au noir captivante qui nous coupe de toute image et son. Puis, une voix retentit. C'est sur cet incroyable cliffhanger que se terminait le chapitre 332 du manga. Évidemment, le suspense était à son comble, car on ne pouvait pas savoir qui lui parlait. Évidemment, dans l'anime, on reconnaît directement sa voix. La première page du chapitre suivant nous présentait un semblant de suspense sur l'identité de la voix, en nous présentant uniquement le bas de son visage. Pop était tellement surpris de son identité qu'il en perdait ses pupilles. Et on voyait au loin l'armée humaine qui avait réussi à éviter le pilier avant sa chute. Une page entière nous présentait la source de la voix. Il s'agissait de Merle. Contrairement au manga qui rendait anonyme tous les personnages autour d'elle, l'adaptation nous les dévoile. Pop comprend alors que la reine Flora et le reste de l'armée sont encore en vie. Tous les membres de la coterie réagissent, à part Dai, qui reste dans les méandres de son désespoir. Flora nous raconte que dès que Merle s'est éveillée, elle a pu alerter du danger à venir pour faire évacuer les lieux. La détresse sur le visage de la jeune femme est très bien présentée. Dans le manga, le flashback était introduit avec un texte sur fond gris, puis avec une scène en arrière-plan dans le pur style de Koji Inada. Le plan de la jeune voyante s'adressant à Pop vers le Vern Palace est splendide et nous accompagne dans ses explications.
Merle révèle que même en étant dans le coma, elle a pu voir tous les événements vécus par Pop. C'est au moment où la peur du jeune mage a atteint son paroxysme qu'elle s'est réveillée. D'ailleurs, Pop se précise pour lui-même qu'ils ont dû s'enfuir au moment où Dai balançait ses Raidin. C'est donc à ce moment-là qu'il a eu le plus peur. Il était effrayé à l'idée de perdre son meilleur ami. Cette liaison si particulière qu'arrive à établir Merle est possible uniquement parce qu'elle éprouve d'énormes sentiments pour le jeune mage. La jeune femme semble totalement en paix avec son amour, et nous pouvons la voir rougir avec plusieurs protagonistes en arrière-plan. La case originale était quant à elle un peu plus intimiste, avec un fond gris pour mieux la mettre en valeur. Flora théorise sur le fait que la jeune voyante a dû s'éveiller à de nouveaux pouvoirs lorsqu'elle a frôlé la mort. Il est probable qu'elle vienne de la planète Vegeta. La jeune femme conjure à Pop de ne pas perdre espoir. Un plan large nous présente une grande partie des survivants, là où le manga se focalisait sur Merle. Très suspicieux à ce sujet, Vern utilise son œil 3.0 pour afficher les survivants en direct live. Bien qu'il soit surpris de leur survie, il se gosse de ce bref répit. D'ailleurs, dans le manga, il avait également un petit clin d'œil comme lors de sa discussion avec Velzar. Une musique douce et triste nous enveloppe tandis que Pop explique à Merle que la coterie a tout essayé mais que le monde est voué à disparaître. L'épisode propose de nouveau un plan de dessous pour marquer le désespoir du magicien, et c'est du plus bel effet. La jeune femme rétorque alors qu'il existe un dernier moyen pour sauver la Terre. Ici, la direction est légèrement différente que dans le matériel d'origine. A la base, on pouvait voir l'intégralité du visage de la jeune femme, là où il reste caché en partie dans cette adaptation. Cela est probablement fait pour maintenir du suspense. De plus, dans la case d'origine, le regard de Pop était caché, là où ici, il s'ouvre à la possibilité d'une alternative et d'un nouvel espoir. Ces ajustements ont probablement été réalisés pour rendre la fin de la première partie de l'épisode plus efficace. Merle explique que Lone Beruke et Nova sont partis sur le pilier pour le désarmer. Dans cette adaptation, on peut voir le héros du Nord en train d'utiliser un sort de glace, tandis que dans la case d'origine, il avait déjà terminé. Le jeune homme a utilisé un Yado pour bloquer le mécanisme du noyau noir. Le manga permettait de mieux apprécier le design de cette structure, en particulier le pied du piédestal. De beaux effets de fumée glacée ont été ajoutés pendant les explications de Lone Beruke. Il est tout à fait possible de défaire les plans de l'Empereur du Mal en gelant les noyaux. Cela fait pourtant bien rire ce dernier car il suffit qu'un de ses piliers explose pour que les autres s'enchaînent en réaction. À moins de tous les geler, les pauvres gesticulations des humains pour survivre resteront vaines. Comme toujours, la direction artistique reste soignée avec de magnifiques couleurs pour illustrer le ciel en fin de journée. Pour lui témoigner son respect, Vern propose à Lone Beruke de l'accueillir dans son palais afin qu'il puisse survivre à l'explosion. Mais le forgeron refuse et explique qu'il ne veut plus jamais revivre la vie vide de sens qu'il avait pu avoir lorsqu'il était dans l'armée du mal. En comparaison, les quelques semaines qu'il a vécues auprès de Dai et ses amis auront été les plus palpitantes de son existence. A la base, pendant ce monologue, on pouvait voir Pop en nage, mais sa sueur a disparu dans cette adaptation. Ce petit détail illustrait l'intensité de la bataille. Lone Beruke termine son discours en disant qu'il préfère mêler son destin avec les gens qu'il apprécie, ce qui réjouit Nova. Un magnifique plan sur Vern nous est offert et son regard est toujours aussi impressionnant. Dans la planche de base, il paraissait d'ailleurs bien plus neutre. Pour avoir osé être impertinent envers lui, l'empereur serre son poing et est bien décidé à faire payer le forgeron. Ah, ton cêtre, c'était de la camelote. Ici, il n'y a pas d'effet particulier sur sa main, mais dans le manga, on avait l'impression qu'il préparait une magie. En effet, une aura se développait autour de son poing, mais on ne saura jamais ce qu'il avait derrière la tête à ce moment-là. Contre toute attente, Pop se relève difficilement et est accompagné d'une musique héroïque. Il refuse de rester sans rien faire alors qu'il reste une petite chance. Les larmes continuent de couler sur le visage de Dai, mais dans le manga, une case nous montrait que sa main était également en train de trembler. Le mage se prépare à se téléporter avec Lura, mais malheureusement, il se mange la barrière en plein dans les dents. Non seulement Minakator n'est plus actif suite à l'impact du pilier, mais l'Empereur du Mal a également utilisé son pouvoir pour protéger la structure des explosions. Et vous savez ce qu'il se passe lorsqu'on utilise le sort Lura dans un lieu fermé. La scène était peut-être un peu plus lisible dans le manga, avec des effets graphiques donc plus prononcés quand Pop tentait de s'enfuir. C'est sur ce passage que se terminait le chapitre 333 du manga, avec notre magicien à terre et son sang se répandant sur le sol suite à son choc. Pas le temps de niaiser, chaque seconde compte. Sur la terre ferme, l'armée s'organise et chaque personne capable d'utiliser Lura se téléporte vers un pilier qu'il peut atteindre. Les finalistes du tournoi de Romos sont de nouveau mis à l'honneur. Ainsi, Fobster se propose d'aller à Romos tandis que Gomez et Larba souhaitent l'accompagner pour réquisitionner les troupes du château. Une réplique a été ajoutée pour Baduk, qui a enrage de ne pas pouvoir aller à Papnica. En revanche, une phrase d'Amy a été supprimée dans cette adaptation, dans laquelle elle était désolée de ne pas pouvoir utiliser Lura. C'est un peu dommage de l'avoir supprimée car on pourrait se demander pourquoi cette stage n'intervient pas alors que les sorts sont censés être son domaine de prédilection. Il ne reste que quelques minutes pour atteindre tous les piliers, et ceux d'Orzam et de Papnica sont toujours inaccessibles pour le moment. Et oui, pour rappel, comme dans les jeux Dragon Quest, il est possible de se téléporter uniquement dans les endroits que l'on a déjà visités. Le manga proposait un magnifique portrait de Flora sur fond noir pour illustrer toute la tension du moment.
Et comme il est impossible pour Merle d'alerter le reste de l'humanité, la situation est critique. La pauvre est totalement perdue et ne sait pas comment aider davantage. Ici, le plan sur la voyante est assez quelconque, tandis que dans le manga, un effet sur l'arrière-plan mettait mieux en valeur son introspection. Ces vains espoirs amusent l'empereur qui observe la situation. Dans les pages d'origine, au travers de son vortex Full HD, nous pouvions voir les humains se téléporter. Dans cette adaptation, c'est Merle qui nous est présenté, probablement pour mieux mettre en avant son rôle. Pop se relève avec difficulté et il est amusé que le vénérable empereur daigne l'appeler par son nom. Notre magicien a lui aussi tapé dans l'œil du dieu du mal. Vern empoigne le jeune homme lors d'une animation dynamique et efficace. Le Chokeslam! Cela adapte très bien la case d'origine, dans laquelle un effet de vitesse était appliqué pour marquer la supériorité écrasante de l'empereur. Pop en ferme les yeux de douleur, toutefois dans la case de base, on pouvait voir qu'il les gardait ouverts. L'adaptation nous présente alors quelques scènes qui étaient initialement placées plus loin dans le manga. On peut y voir Gomez Aromos tenter en vain de trouver des soldats capables de se téléporter à Papnica ou Orzan. Nous pouvons voir le visage éhonté des effectifs et du roi, ce qui n'était pas visible dans le manga. Nova réussit à geler le pilier de Ringaya et bien qu'il soit épuisé, il se dirige à pied vers Orzan. Bon, il est bien courageux, mais vu le temps qui reste, il a peu de chance d'y arriver. Mais son regard plein de détermination et son plan de dos restent toutefois ultra classe. Un véritable héros du Nord. Dans cette adaptation, les modifications des placements de ces scènes impactent légèrement une des répliques du dieu du mal. Ici, il demande calmement à Pop de prendre exemple sur Dai qui s'est fait une raison, et d'attendre la mort. Mais dans le manga, il n'y avait pas de coupure après qu'il l'avait envoyé au sol. C'est à ce moment qu'il lui a intimé en hurlant de prendre des leçons sur son ami, ce qui était probablement plus violent et impactant. Alors que l'humanité est proche de l'extinction, la mention du nom de Dai fait réfléchir Pop. Étant donné que le jeune héros est un métis d'humain et de chevalier dragon, combien de temps va-t-il vivre? Quant à Vern et Velzar, ont-ils seulement conscience de la mort? Vont-ils vivre des siècles, des millénaires? Leur est-il d'ailleurs possible de mourir? Pop se plonge dans une réflexion sur la mort et nous entraîne dans des souvenirs lointains. Une douce musique nous enveloppe et nous guide doucement dans l'esprit du jeune homme. La nuit est tombée et la lune est haute. La patte graphique fait penser à un conte avec un style en aquarelle. Le manga introduisait ce passage avec le visage de Pop au premier plan et la nuit apparaissait dans ses cheveux comme Koji Inada sait si bien le faire. Le jeune garçon âgé seulement de 5 ou 6 ans observe l'astre dans le ciel et commence à songer à la mort. La case originale nous montrait un peu plus le lit de Pop. On pouvait y voir quelques jouets, comme un magnifique bilboquet sur son lit. Le garçon ressasse ses pensées morbides. Que se passe-t-il après la mort? Où va-t-on? L'œuvre originale nous présentait un arrière-plan en forme de spirale, qui symbolisait à la perfection toute sa confusion. La scène entière reste dans la pénombre pour mieux nous faire ressentir les émotions du protagoniste. Sans réponse à ces questions, le petit Pop en vient à pleurer et réveille ses parents qui s'inquiètent. Le manga nous permettait de mieux voir la chambre avec une petite épée sur le sol. Son père Junk ne sait visiblement pas comment réagir et les larmes de son fils s'intensifient. Sa mère intervient et un plan splendide sur le visage du jeune garçon nous est proposé. Pour marquer le changement d'état d'esprit de Pop, l'arrière-plan devient blanc. La chaleur maternelle est alors palpable tandis que le fond devient rosé. Ce travail colorimétrique permet de ressentir combien sa présence le rassure et l'apaise. Dans l'œuvre originale, des petites bulles étaient présentées en fond, probablement pour marquer la plénitude du moment. Dans cette adaptation, les plans de caméra sont beaucoup plus rapprochés, ce qui donne une vision beaucoup plus intimiste de la scène. Steen résume ainsi notre courte existence. Tous les humains meurent un jour, et c'est pour cela qu'ils font de leur mieux pour vivre leur vie le plus intensément possible. Une page entière du manga était présentée tandis que la mère et son fils se regardaient, avec un Pop adulte au premier plan. Sans aucun doute l'un des passages les plus forts de l'œuvre qui aura marqué un bon nombre de jeunes lecteurs de l'époque. L'ensemble de la coterie réagit au discours de Pop, et même Dai semble s'en émouvoir. Dans un dernier élan de courage, Pop se relève. La vie d'un humain ne dure qu'un instant, mais même si sa fin est arrivée, il fera tout pour survivre. Une musique héroïque nous enflamme en même temps que le magicien, et nous sommes régalés d'un magnifique zoom sur son œil déterminé. Pendant un instant, il brillera. Il brillera comme un éclair éblouissant. Voilà ce qu'est l'humanité. Le poing levé, il fera tout pour que cet abruti de Vern s'en souvienne pour toujours. Nous sommes d'ailleurs surpris par la localisation française de cet épisode qui sous-titre « Un bref éclair » alors qu'il s'agit bien de « comme un éclair ». La phrase Senko no Yoni qui est employée par Pop est pourtant correctement adaptée lors du titre de l'épisode. Nous voulons bien qu'une traduction soit ajustée au contexte, mais ici c'est une phrase culte du magicien. Même les sous-titres anglais ont bien fait attention à respecter ce terme. Le seiyū Toshiyuki Toyonaga donne absolument tout ce qu'il a. C'est simple, c'est l'incarnation parfaite de Pop. La rage de vivre du magicien est magnifiquement retranscrite, tout comme la page d'origine qui est aujourd'hui l'une des plus cultes du manga. Nous ne pouvons pas non plus faire l'impasse sur la traduction j'ai lu de l'époque qui a marqué les plus anciens. Le Goat était encore plus vindicatif et balancé à la tronche de Vern « Grave ça dans ta mémoire, connard !» Ce manque de respect était quand même un peu jouissif.
Quel chemin parcouru pour notre Pop, quel protagoniste incroyablement bien écrit. À ce sujet, Riku Sanju indiqua dans la préface du tome 36 à quel point ce personnage avait pu le marquer. Quand j'écris le scénario de ma série, je suis très souvent étonné et ému de constater que mes personnages se mettent à parler tout seuls. Ils sont pourtant sortis de notre imagination, à Koji Nada et moi. Et les voilà qui s'affranchissent du storyboard, qu'ils prennent des initiatives et qu'ils inventent leurs propres dialogues comme s'ils étaient vivants. Je dois dire que ça me facilite le travail. Pop, je suis vraiment heureux de t'avoir rencontré. Quand tu es le personnage principal d'un chapitre, je le boucle toujours en moins de 2. De son côté, Merle se souvient à quel point elle aime tant Pop. Ses émotions ont été marquées par un arrière-plan réconfortant dans le manga. Personne ne peut rester impassible face à un tel discours, et une main se lève doucement. C'est notre héros! La mélodie nous donne un nouvel espoir, et Pop en pleure d'émotion. Dai se rappelle que c'est toujours son ami qui lui a donné le courage de se relever. 2 doubles pages nous étaient proposées dans le manga. La première disposait d'un cadrage très particulier pour marquer la surprise du magicien et le lien qui les unit. La seconde présentait le retour de Dai qui semblait terriblement souffrir. C'est ici que se terminait le chapitre 334 du manga. L'épisode nous propose tout de même quelques secondes supplémentaires, durant lesquelles les 2 protagonistes se ruent sur Vern avec un plein harmonie de toute beauté. La contre-attaque commence dès la semaine prochaine. Quel épisode incroyable! L'émotion est le maître mot de l'œuvre originale, et pour en avoir, nous en avons eu. C'était un sans faute, avec des mélodies prenantes, un doublage exceptionnel, une mise en scène impeccable et un résultat graphique excellent. Quelques ajustements ont été apportés par rapport au manga en présentant les scènes avec Gomez et Nova un petit peu plus tôt. Cela a permis de renforcer la sensation d'urgence sans nuire au rythme général. Le flashback de Pop et sa rage de vivre devant Vern était évidemment l'une des scènes les plus attendues. En effet, c'est l'un des plus beaux moments du manga, tant sur le fond que sur la forme. C'est LA scène du magicien et on sent que la Toei a tout donné pour l'honorer comme il se doit. La direction artistique rend le flashback encore plus intimiste et rajoute de l'intensité au monologue du jeune mage. Quant au doublage, il décuple l'émotion de ce passage incroyable. Rarement la mort aura été traitée avec autant de justesse. La phrase « comme un éclair » représente toute la philosophie de cette œuvre, qui s'est installée comme l'une des références du shonen neketsu. Et il n'y a rien à dire de plus, merci du fond du cœur Toei Animation de nous avoir fourni un tel résultat. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Cette 96e review est désormais terminée, nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous donner du courage. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que nous rejoindre sur notre Discord dont les liens sont en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan et à la semaine prochaine.